Neuchâtel n'a effectivement pas toujours été un canton suisse, mais bien une principauté souveraine et une possession personnelle du roi de Prusse. Entrer dans la Confédération helvétique n'a pas été sans poser des problèmes, et du reste, si maintenant je vous demande quand est-ce que Neuchâtel est entré dans la Confédération, je m'attends à plusieurs réponses. 1815 ? 1814 ? Et puis 1848, voilà. C'est au moins 3 réponses auxquelles je m'attendais. Ces 3 réponses dont aucune n'est vraiment juste ni aucune n'est vraiment fausse, et on va le voir aujourd'hui. Si la situation est si compliquée, c'est que le XIXe siècle connaît à Neuchâtel une vive agitation politique, comme ailleurs du reste. À cette époque, d'importantes questions identitaires vont se poser, et puis pour forger les opinions, forger ces identités, on va utiliser bien souvent l'histoire, lui donner une place maîtresse, au point que justement, à cette époque-là, on n'hésite pas à instrumentaliser l'histoire, à la transformer, et cela ne fait malheureusement que brouiller notre compréhension lorsqu'on cherche à démêler le vrai du faux bien des décennies après. Alors, Neuchâtel et la Suisse, est-ce une affaire fabriquée de toutes pièces ? Évidemment, pas vraiment non plus. On n'impose pas une identité à partir de rien des gens. Suisses, les Neuchâtelois ont revendiqué en fait l'être à de multiples reprises au cours de leur histoire. Il est possible d'en suivre la trace sans jamais, toutefois, perdre de vue que le résultat de l'histoire aurait pu être tout à fait différent. Nous sommes aussi face à des courants qui sont parfois minoritaires, on va le voir. Et du reste, il faut en profiter pour se poser une question importante, à laquelle je ne vais pas répondre maintenant. Le titre de cette conférence s'interroge sur la question de savoir depuis quand les Neuchâtelois sont suisses. Mais qui sont les Neuchâtelois ? Aujourd'hui, ce sont, on pourrait dire, les ressortissants de notre canton. Mais alors même qu'aujourd'hui, on a de la peine à ressentir peut-être la même identité ou les mêmes intérêts entre, par exemple, le haut et le bas ou les différentes vallées de ce canton, eh bien avant la période contemporaine, la définition de ce qu'est un Neuchâtelois est encore plus éclatée. S'agit-il du peuple de ce pays dans un sens large, des bourgeois de la ville de Neuchâtel exclusivement, dont le pouvoir politique se développe et joue un rôle important ? Est-ce que ce sont les souverains de ce territoire dont les frontières ne sont même pas fixes ? Pour rappel, ce n'est qu'en 1592 que la seigneurie de Valangin est définitivement rattachée au pays de Neuchâtel, donc tout le haut du canton. Donc, je ne vais pas répondre à cette question de savoir qui sont les Neuchâtelois. Je préfère que cette question nous reste en mémoire et nous taraude tout au long de cette conférence. Qui sommes-nous ? Qui sont ces Neuchâtelois ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là, à être Suisse aujourd'hui ? Et puis d'un point de vue plus technique, c'est une question épistémologique, c'est-à-dire qui s'interroge sur la façon dont on fait de l'histoire. Nous allons voir que lorsqu'il s'agit de problèmes identitaires et politiques, l'objectivité scientifique n'est pas forcément facile à atteindre. Alors, pour résoudre un peu ces questions, je me propose de suivre un développement chronologique dans une première partie pour simplifier les choses et de tenter en fait de comparer d'un côté une histoire objective, scientifique, basée le plus possible sur des documents, et puis dans une seconde partie, après la pause, de regarder quelle est la réception du côté politique, de l'identitaire et même de la culture en général à Neuchâtel. J'espère que vous voyez bien. C'était l'introduction que j'ai oubliée. Voilà. Vous avez ici le plan général. Donc, nous aborderons d'abord Neuchâtel en tant qu'enjeu territorial, les traités de combourgeoisie, l'occupation suisse, le rapprochement culturel observable à partir de cette époque, le rôle de la diplomatie européenne et enfin la façon dont cette histoire est utilisée pour forger une identité au XVIIIe et XIXe siècle. Neuchâtel, pour commencer, connaît étonnamment, pour un si petit coin de pays peut-être, une très riche histoire. Et ça, c'est notamment le cas, de façon objective, en raison de son importance géographique. Ce tout petit bout de pays a comme propriété de tenir les clés de plusieurs voies de communication importantes. D'une part, stratégiquement, il s'agit de contrôler les cols qui permettent de franchir, évidemment, la chaîne du Jura. C'est une potentielle voie d'invasion de la Bourgogne vers Berne, par exemple, et puis c'est un fief aisé à défendre. En d'autres termes, c'est une frontière géographique naturelle.
Et d'autre part, ce sont aussi des voies de communication, à la fois par ces cols, mais aussi au pied du Jura, par les routes à flanc de coteaux qui restent praticables au-dessus des marécages à la mauvaise saison. On est bien avant le bitume et le chemin de fer. Et puis surtout, les lacs et rivières. Parce qu'il ne faut pas oublier que, avant justement la période contemporaine, ce sont les cours d'eau qui constituent les principales voies de communication. Ce sont celles qui permettent presque en tout temps le passage des marchandises lourdes, et c'est ce qui explique le développement des puissantes villes le long de nos cours d'eau, que ce soit Neuchâtel, Erlach, Bienne, Soleure, Berne, Fribourg, etc. Toutes les puissantes villes de Suisse sont situées le long de ces voies de communication. Retenons donc que Neuchâtel est géographiquement un verrou stratégique du point de vue militaire, mais aussi du point de vue des échanges, qui soient commerciaux ou, disons, plus généraux. Pour brosser une grande histoire de Neuchâtel, on peut peut-être commencer par le commencement, c'est-à-dire vers l'an 1000, où Neuchâtel dépend du royaume de Bourgogne. Le territoire actuel, disons, dépend du royaume de Bourgogne. Ce royaume de Bourgogne est une entité politique qui a disparu, qui était elle-même un reliquat de l'Empire carolingien et qui s'étendait grosso modo sur la vallée du Rhône. À cette période-là, l'actuelle colline du château va voir l'édification d'une forteresse énorme pour l'époque, qui va frapper les individus et qui va donner son nom à l'endroit, Neuchâtel, le nouveau château. On voit qu'on n'a pas été très original pour changer de nom par la suite. C'est un verrou qui défend l'entrée du royaume de Bourgogne contre les invasions en provenance de l'Est. Malheureusement pour eux, les rois de Bourgogne n'ont pas de descendants et à la fin, ils vont léguer leur royaume à l'empereur et sans qu'on sache bien comment, Neuchâtel va devenir un fief d'empire donné directement à une famille de comtes. Ces comtes qui sont qui vont devenir les Neuchâtel-Nidau règnent sur un territoire qui couvre grosso modo le territoire des lacs et puis Bâle et Neuchâtel, et qui vont malheureusement péricliter aussi, qui vont diviser leur domaine selon des critères linguistiques, et puis malheureusement perdre leur immédiateté impériale. Vers 1288, ils passent ainsi sous la suzeraineté d'une maison voisine, celle des Chalons. Les Chalons sont une puissante famille savoyarde qui règne à cette époque sur tout l'actuel pays de Vaud et des territoires au-delà de ça. Et cette inféodation aux Chalons est à ce moment-là un détail qui ne va pas être très important dans les décennies qui suivent, puisque cette suzeraineté va se perdre dans différents événements du XVe siècle. En particulier, l'hégémonie des Chalons va être détruite par l'expansion bernoise et fribourgeoise, dont vous avez en fait une carte au-dessus de moi, à l'époque des guerres de Bourgogne, où le pays de Vaud va passer en différentes étapes aux mains justement des alliés confédérés. Mais n'oublions pas ce détail des Chalons parce qu'on va le retrouver régulièrement dans notre histoire neuchâteloise. Si les Chalons n'arrivent pas à exercer leur suzeraineté sur les Neuchâtel, c'est aussi parce que les comtes de Neuchâtel bénéficient alors d'alliés très puissants. D'une part, ils en ont en Bourgogne, de l'autre côté du Jura, ils exercent des charges importantes à la cour des ducs de Bourgogne. La cour des ducs de Bourgogne est l'une des plus riches et les plus puissantes d'Europe à cette époque-là. Et puis aussi, ils en ont en Suisse depuis bien avant. En effet, les comtes de Neuchâtel vont signer très tôt des traités de combourgeoisie avec une série de villes voisines. Vous avez Fribourg en 1290, Bienne en 1295 et puis surtout Berne en 1308. Suivra encore Payerne en 1356 et Soleure en 1369. Alors ces combourgeoisies, vous en avez ici celle dont je vais reparler au début du XVe siècle entre les bourgeois Conrad et les Bernois. Ces combourgeoisies, ce sont des traités particuliers. Ce sont des espèces d'alliances qui se développent à partir du XIIIe siècle dans nos contrées. Elles sont scellées par un serment solennel et ce genre d'alliance va étendre à, par exemple, un seigneur, un couvent, une communauté en général, le droit de cité d'une autre ville. Ça permet une protection militaire, comme le ferait une alliance, mais pas seulement, ça va aussi permettre une protection judiciaire et puis, par exemple, un accès facilité au marché.
Ces traités sont en général asymétriques et reflètent le rapport de force des deux parties. Il est fréquent que la communauté la moins puissante doive payer une sorte de taxe à la cité qui lui a étendu sa protection. Berne en particulier va faire un usage massif de ce genre de traité pour étendre lentement son influence à tous ses voisins. Le canton de Berne aujourd'hui est grosso modo composé d'anciennes camps-bourgeoisies. Ce protectorat bernois, justement, qu'on connaît bien, va permettre à de nombreuses communautés de s'affranchir progressivement de la tutelle de leur seigneur local, leur seigneur féodal, et puis va conduire sur le long terme à une intégration pure et simple à la puissance bernoise, au territoire bernois. Et au fur et à mesure que Berne étend son entreprise territoriale au détriment des petits seigneurs locaux, en Suisse, sur le plateau suisse actuel, les comtes de Neuchâtel, eux, vont parvenir à s'en sortir en passant eux-mêmes une alliance avec Berne. Les comtes deviennent combourgeois de Berne, justement, au tournant du XIVe siècle. La situation menace de basculer, par contre, à la fin du XIVe siècle. Après l'extinction de la branche aînée de la maison de Neuchâtel, le comté passe par le jeu des alliances en main de Conrad de Fribourg, qui devient comte de Neuchâtel en 1395. Il est le petit-fils du dernier Neuchâtel, Louis de Neuchâtel, par sa mère. Et ce changement de dynastie, avec apparemment un style de gouvernement assez brutal, va créer une sorte d'insécurité à Neuchâtel. Et en 1406, les bourgeois de Neuchâtel, qui ne se sentent apparemment pas en sécurité, vont conclure à leur tour une combourgeoisie avec Berne. Il semble qu'au départ, ils aient manœuvré secrètement pour essayer de conclure ceci. Conrad va en avoir vent et va en fait faire renouveler sa combourgeoisie avec Berne et s'inscrire dans celle des bourgeois et celle du chapitre collégial de Neuchâtel. Mais cette alliance particulière, qui survient en 1406, revêt une immense importance dans l'histoire du pays de Neuchâtel. En fait, elle va assurer à Neuchâtel la protection de Berne et la place aussi, dans une certaine mesure, sous son autorité. Bien plus, en fait, elle institue Berne en qualité, enfin, elle donne la qualité d'arbitre à Berne en cas de conflit entre le comte, les chanoines et les bourgeois. Du coup, désormais, Berne a une influence capitale dans les affaires internes de Neuchâtel. En gros, on peut dire que, en tout cas, la bourgeoisie de Neuchâtel, donc le territoire de la ville actuelle, et puis le comte, sont donc sous protection de Berne formellement depuis cette époque-là. On peut, avant de faire l'histoire de quand est-ce que Neuchâtel devient suisse, on peut se demander quand est-ce que Neuchâtel devient bernois, en quelque sorte. Et puis cette immense influence de Berne, qui va s'exercer justement du début du XVe jusqu'au XIXe siècle, elle se vérifie par exemple une cinquantaine d'années plus tard, en 1458, à la mort de Jean de Fribourg, descendant de Conrad. Je vais vous mettre le cénotaphe des comtes que vous aurez reconnu. Donc nos deux Fribourg vont décéder. Ce sont les deux individus encore en couleur des deux côtés du cénotaphe primitif. Eh bien, à ce moment-là, le fief théoriquement sans héritier de Neuchâtel est réclamé à cause de l'ancien acte d'inféodation par Louis de Châlons, qui espère récupérer Neuchâtel. Et Jean de Fribourg, lui, avant de décéder, a choisi un successeur et il l'a fait d'entente avec les Bernois. Il a en fait placé son successeur sous leur protection et il s'est notamment assuré du fait que la combourgeoisie serait renouvelée en avance. Et donc, ce n'est pas Louis de Châlons, comme le voudrait la loi, qui devient comte de Neuchâtel, mais c'est Rodolphe de Horberg, qui est le personnage en noir et blanc ici, qui va devenir comte de Neuchâtel en 1458. Ce Rodolphe va vivre les guerres de Bourgogne à la fin du XVe siècle et il est pris entre deux feux, pour ne pas utiliser une expression un peu moins polie avec des chaises, parce que Neuchâtel va être à cette époque l'objet de difficiles tractations diplomatiques. Les guerres de Bourgogne opposent les Suisses au duc de Bourgogne. Or, Rodolphe de Horberg est proche du duc de Bourgogne, il est bien en vue à la cour, il exerce des charges, et puis il est aussi combourgeois de Berne. Donc il est allié en fait des deux parties. Et les bourgeois de Neuchâtel sont combourgeois de Berne. Philippe de Horberg va alors jouer
une carte assez suisse finalement, avant l'heure. Il va jouer la neutralité, il va ouvrir son comté aux troupes confédérées et lui reste l'hôte, ou on pourrait dire l'otage volontaire de ceux de Berne. À cette époque-là, des guerres de Bourgogne, il va se passer un autre épisode extrêmement important pour l'histoire neuchâteloise. En 1475 et 1476, les populations des montagnes neuchâteloises, inquiètes du sort qu'il leur sera réservé dans cette guerre, eh bien, vont demander la protection des Bernois à leur tour. Et ceux-ci la leur accordent par traité. C'est un moment charnière pour moi parce que, à partir de là, à partir de 1476, on peut considérer que la grande majorité du territoire neuchâtelois actuel est justement sous protectorat bernois. Et surtout, on peut considérer que ces communautés du Haut ont fait à ce moment-là un choix. Elles auraient pu, dans le conflit qui s'ouvrait, se ranger du côté des Bourguignons, des Savoyards, des gens qui finalement partagent leur langue, mais non, elles préfèrent s'allier aux Bernois, elles vont chercher l'alliance avec Berne. Donc à la fin du XVe siècle, tout Neuchâtel est sous protection bernoise. Pourtant, les choses se compliquent parce que les souverains du pays, eux, vont suivre un cheminement assez différent. À la mort de Philippe de Horberg, le fils de Rodolphe de Horberg, sa fille, Jeanne de Horberg, héritière du comté de Neuchâtel, va épouser un individu puissant, c'est Louis d'Orléans, prince du sang français. C'est ce qui explique pourquoi toute une série de bâtiments de notre ville sont ornés de magnifiques fleurs de lys, emblèmes de la royauté française. Les princes du sang sont ces individus qui sont cousins, etc., du roi de France et qui pourraient être candidats à la succession en cas de vacance du trône de France. Donc, on s'attend à des souverains très français. Et à ce moment-là, du reste, dans les années qui suivent, on va avoir une réaction assez violente de la part des cantons suisses à l'occasion d'un épisode en particulier. Éclate en fait la guerre d'Italie qui va opposer la Suisse et la France à cette époque-là. Et du coup, le passage de Neuchâtel à des princes français va conduire les cantons suisses à occuper préventivement le comté pendant la période des guerres. Ça en a laissé un autre souvenir marquant sur nos façades, ce sont les écussons des cantons qui sont toujours peints sur la façade du château de Neuchâtel. Donc, pendant cette période-là, Neuchâtel va être un territoire occupé par les Suisses et va être administré de manière collective par des baillis qui, font une rotation pour assurer l'administration du territoire. C'est aussi l'occasion, en fait, pour les Bernois de faire passer le pays à la Réforme, juste après l'avoir rendu aux Orléans-Longueville, qui sont des princes catholiques, qui récupèrent le comté en 1729, et l'année suivante, tout bascule et la Réforme prend pied à Neuchâtel, ce qui fait que la messe ne sera plus célébrée que rarement dans une chapelle du château lorsque les princes sont en visite. Mais de cette époque date un autre changement politique extrêmement important, c'est que ces baillis, mais aussi par la suite Jeanne de Horberg qui rentre en possession de son comté, vont confier la gestion de Neuchâtel à des locaux. Ils vont confier en fait la gestion des revenus, ils vont l'affermer aux bourgeois de la ville de Neuchâtel, qui donc au cours du XVIe siècle vont régulièrement s'occuper de l'administration et de la fiscalité du pays. Et quand on donne à goûter à des bourgeois à ce genre de pouvoir-là, c'est difficile de le reprendre par la suite. Pourtant, de manière un peu paradoxale, le règne des Orléans-Longueville constitue la période où Neuchâtel appartient à des princes français catholiques, mais c'est aussi le moment où sa souveraineté va s'affirmer le plus. Le comte de Neuchâtel prend dès 1571 le titre de comte souverain de Neuchâtel en Suisse, c'est Léonard d'Orléans, et puis Henri II particulièrement va faire évoluer ses titulatures. Il va se faire appeler par la grâce de Dieu prince et seigneur souverain des comtés de Neuchâtel et Valangin dès 1618, et puis surtout se faire confirmer par le traité de Westphalie signé par toutes les puissances européennes en 1648 le titre de prince et comte souverain de Neuchâtel en Suisse. Tout lien juridique avec l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, est maintenant formellement rompu,
Évidemment, les Orléans-Longueville ont un certain intérêt à avoir un territoire souverain. Ça leur permet en quelque sorte de faire un pied de nez à leurs cousins en leur disant « je ne suis pas ton sujet pour la totalité des territoires qui m'appartiennent. Neuchâtel est un territoire souverain ». Et ils se montrent du coup très jaloux de leur souveraineté envers Louis XIV. Ils réussissent notamment à éviter que le Parlement de Paris ne devienne le tribunal d'appel des causes jugées à Neuchâtel, ce qui fait que le tribunal des trois États reste le tribunal souverain de Neuchâtel. Et puis Henri II, toujours lui, va même tenter en 1648 de faire accepter Neuchâtel comme canton au sein de la Confédération, malheureusement sans succès, et du reste le lien avec la France n'est pas tout à fait aussi facile à rompre. On va le voir tout de suite. Je profite de cette affaire de lien pour vous parler de l'existence supposée d'une sympathie de la population neuchâteloise envers les Suisses à cette époque. Plus forte peut-être que leur fidélité à un souverain étranger qui ne partage désormais même plus leur religion. Cette sympathie supposée est difficile à saisir, à vérifier. C'est ce qu'a répété à l'envi l'historiographie officielle, mais sans avoir énormément de sources. Or, on a trouvé quelques éléments ces dernières années qui viennent en fait appuyer cette thèse. Et notamment, on le voit parce qu'à partir du XVIe siècle, il semble que certains mythes fondateurs helvétiques aient fait leur chemin jusque dans les esprits de certains Neuchâtelois en tout cas. En particulier, il s'agit de la légende de Guillaume Tell. Cette légende s'est forgée en fait de toutes pièces, il y a une base mythologique scandinave, au XVe et XVIe siècle en Suisse. Elle apparaît en fait pour la première fois de manière complète en 1470 dans le livre blanc de Sarnen à la fin du XVe. C'est une chronique qui relate la genèse de l'alliance des montagnards des Waldstätten. Et, fait étonnant, ce récit va se propager dans la Confédération et hors de la Confédération. Or, Neuchâtel est apparemment le premier pays roman qui s'intéresse au mythe de Guillaume Tell. On conserve en effet aux archives de l'État ici à Neuchâtel la première traduction française connue d'un texte relatif à ces légendes, c'est le Jeu de Tell, une sorte de pièce de théâtre, et cette traduction commencée, en tout cas, est vraisemblablement l'œuvre d'un ancien chancelier neuchâtelois, Pierre Chambrier, vers 1565, qui la rédige. Malheureusement, on n'a que le premier quart du texte qui nous soit parvenu justement dans cette version traduite. Et puis à la même époque, 1571-72, on trouve ce document iconographique derrière moi, qui se trouve en fait dans un texte qui n'a rien à voir avec le dessin. Il s'agit d'une reconnaissance des territoires de Cornau et Cressier. Les reconnaissances, ce sont ces documents en apparence très ennuyeux qui sont à mi-chemin entre le cadastre et la reconnaissance, la déclaration d'impôt. Donc on nous décrit les territoires qu'une famille possède parce que le comte le veut bien, ils doivent payer des redevances là-dessus. Et visiblement, le scribe qui rédige tout ceci s'embête un petit peu et en profite pour embellir son texte. Et puis, il nous laisse deux fort belles lettrines où on peut observer un petit garçon avec une pomme traversée par un carreau, et puis un individu visiblement moustachu avec une arbalète, et puis surtout détail qui nous laisse sans aucun doute, c'est le carreau caché, caché, pas si caché que ça, justement le carreau gardé en réserve par Guillaume Tell pour en faveur du bailli Gessler, au cas où il viendrait à rater son fils. Donc c'est une illustration de Guillaume Tell, et c'est apparemment aussi, en tout cas pour l'instant qu'on connaisse, la première outre-sarine du mythe de Guillaume Tell. Voilà, des petits éléments difficiles à saisir lorsqu'on manque d'écrits personnels, mais qui nous montrent qu'il y a un intérêt pour ces mythes suisses dès le XVIe siècle chez certains individus de l'administration neuchâteloise. Le destin de Neuchâtel va en fait à nouveau se jouer au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles avec la succession de nouveau des Orléans-Longueville. Celle-ci va se faire en deux phases qui, pour moi en tout cas, constituent en quelque sorte la répétition d'un seul et même événement européen. En 1694, l'abbé d'Orléans, le dernier héritier mâle des Orléans-Longueville, atteint de démence par ailleurs, meurt. Et il désigne par un testament le prince de Conti, qui est son cousin germain,
comme son successeur. Mais sa sa demi-sœur, qui est à ce moment-là la régente de Neuchâtel depuis des années, vu que l'abbé d'Orléans est dément, eh bien, Marie de Nemours, dont vous avez ici un portrait, est également candidate. Les cantons protestants, en fait, sont inquiets. Ils ne veulent pas du prince de Conti, qui est trop proche de Louis XIV, comme souverain de Neuchâtel, parce que son entrée en possession du pays signifierait pour eux, tôt ou tard, une annexion par la France. Le tribunal des Trois États, qui est ce tribunal souverain de Neuchâtel, va juger de l'affaire. Il va attribuer à Marie de Nemours la succession de Neuchâtel en s'appuyant sur une clause bien connue de l'histoire neuchâteloise, qui est la clause d'inaliénabilité, c'est-à-dire que les souverains de Neuchâtel n'ont plus le droit, depuis le XVIe siècle, de disposer librement de leurs terres. Ils doivent avoir l'accord des corps et communautés locales pour ce faire. Le pays ne peut donc pas être légué au prince de Conti et le testament de l'abbé d'Orléans est déclaré nul et non avenu. Le prince de Conti fait évidemment recours à Paris et encore plus évidemment, le Parlement de Paris lui attribue évidemment le pays. On se retrouve alors dans une situation inextricable qui devient entièrement politique. On a deux cours de justice, deux prétendants, et la situation est insoluble au point que Louis XIV va ordonner, le 9 janvier 1699, que la sentence du Parlement de Paris soit exécutée. Et pour ce faire, pour s'en assurer, il rassemble des troupes à la frontière neuchâteloise. Berne réagit, elle expédie une compagnie de 200 hommes à Neuchâtel, elle ordonne les levées de troupes, elle demande l'aide des confédérés qui vont malheureusement refuser. En février de la même année, Berne doit du coup retirer ses troupes. Elles ne se sont pas de taille à affronter seul le roi Soleil. À Neuchâtel, le peuple et les magistrats sont divisés. Certains seraient prêts à accepter le prince de Conti et à basculer du côté de la puissance française. La bourgeoisie de Valangin, elle, menace de se rebeller, de faire sécession si on cède le pays au prince de Conti. Que ce soit une invasion ou une guerre civile, la situation dramatique est finalement évitée, démêlée par l'intercession assez providentielle d'un tiers, un certain Philibert d'Hervart des Marais, baron de Huningue, envoyé d'Angleterre, loge à ce moment-là en ville et fait lire en fait aux deux prétendants, au prince de Conti et à la duchesse de Nemours, un mémoire qui a été imprimé. Et ce mémoire fait savoir que le roi Guillaume III d'Angleterre émet à son tour des prétentions sur Neuchâtel. À cette époque-là, le pasteur Osterwald va noter ceci, qui nous donne une espèce de news de l'époque. On eut avis de Paris que les ambassadeurs de l'empereur et de l'Angleterre, ainsi que les envoyés des princes protestants, avaient manifesté que si le roi faisait quelque chose contre Berne, cela serait pris comme une infraction à la paix de Ryswick, dans laquelle Berne et Neuchâtel étaient compris. Elle plongea Louis XIV dans un embarras profond. Il aurait sans doute risqué les conséquences d'un conflit ouvert avec Berne, mais est-ce qu'il pouvait, à la veille d'un grave problème de succession en Espagne, s'aliéner définitivement Londres et les autres puissances européennes? Évidemment, il fallait choisir. Louis XIV, provisoirement, sacrifie Neuchâtel à des ambitions plus vastes. Il négocie et il retire ses troupes. Évidemment, Marie de Nemours, dont vous voyez le portrait ici, finalement nommée princesse de Neuchâtel, est née en 1625 déjà. Elle n'a pas d'héritier. Du coup, on comprend bien que le prince de Conti et derrière lui, Louis XIV, n'ont pas tout à fait renoncé à la succession de Neuchâtel. Et sa mort, peu d'années après, justement, nous amène au procès de 1707, ce fameux procès tenu par le tribunal des Trois États, va en fait examiner les arguments des 19 héritiers présomptifs qui défendent leur cause devant une douzaine de juges neuchâtelois qui constituent le tribunal. 9 prétendants sont finalement admis au procès, ils justifient tous de droits testamentaires ou héréditaires à la succession des Orléans-Longueville ou à l'héritage de la maison de Châlons, ce détail qu'on retrouve de nouveau. Il faut dire que les droits des Châlons sont passés aux Oranges, les princes d'Orange, dont était Guillaume III d'Angleterre, ce qui justifie son intervention tout à l'heure, et puis ensuite c'est passé aux Nassau, ce qui va légitimer théoriquement la prétention du roi de Prusse en tant que lointain héritier des droits des Châlons. Donc
ce petit détail prend à cette époque-là toute son importance. Et ce roi de Prusse que vous avez derrière moi présente de nombreux avantages pour les Neuchâtelois qui seront mis en avant dans les écrits de propagande ultérieurs notamment. C'est un prince protestant et puis surtout c'est un prince lointain. Pour les Bernois et les plus clairvoyants des Neuchâtelois, ça signifie barrer la route définitivement à une possible annexion française. Et les avantages que tire le roi de Prusse existent aussi. Alors, les idées d'annexion de la Franche-Comté qu'il avait pu caresser à une époque sont abandonnées à cette époque-là, mais Neuchâtel est de nouveau une terre souveraine qui s'ajoute aux possessions d'une Prusse qui est à ce moment-là en pleine expansion et constitution territoriale. Et puis, dans le grand jeu, dans la grande stratégie européenne, c'est éventuellement le moyen de faire basculer les Suisses du côté des Alliés contre Louis XIV si un conflit européen devait éclater. Frédéric Ier est donc désigné prince de Neuchâtel le 3 novembre 1707. La France encaisse très mal et durant toute la période prussienne, les diplomates français vont s'efforcer de toujours faire exclure Neuchâtel des traités de paix et d'alliance, notamment par la corruption des cantons catholiques. Parce qu'à ce moment-là, la Suisse est terriblement divisée entre cantons protestants et cantons catholiques. Les cantons catholiques sont grosso modo du côté de la France et les cantons protestants de l'autre côté. Donc ça se passe assez mal. Cette situation de crise qui va perdurer, cette exclusion des traités internationaux, va en quelque sorte favoriser ou va maintenir le développement d'un mouvement intellectuel particulier à Neuchâtel, qu'on a appelé du reste aussi pour le reste de la Suisse les helvétistes évidemment. Et ce mouvement, en fait, est là à Neuchâtel depuis un moment, et il s'est manifesté déjà justement à l'époque de la mort de Marie de Nemours. À ce moment-là apparaissait à Neuchâtel l'ouvrage dont vous avez la première page ici, Le tombeau des prétendants à la souveraineté de Neuchâtel et Valangin, ou mémoire par lequel on prouve que ladite souveraineté est dévolue au peuple après la mort de son Altesse Sérénissime, Madame la Duchesse de Nemours. Ce pamphlet développe en fait la théorie qu'après la mort de cette dame, la souveraineté du pays doit revenir au peuple neuchâtelois. Alors ce n'est pas tout à fait le peuple comme on l'entend dans la démocratie, mais quand même. L'idée en fait c'est de devenir le 14e canton suisse. Et brûlé sur la place publique, ce mémoire va quand même être diffusé, il va quand même parvenir au roi de Prusse notamment, qui va s'en inquiéter en fait, et s'informer du réalisme de la démarche, parce qu'il n'aimerait pas avoir investi en 1707 pour acquérir la principauté et puis en être privé juste après. Et là, vous avez quelque chose d'assez dramatique, je crois, pour l'histoire de notre canton. Un de ses agents lui répond que la mesure est impossible à cause de la rivalité qui sépare les bourgeois de Neuchâtel et ceux de Valangin, ceux du Haut. Les premiers qui prétendent être et rester les maîtres voudraient une république aristocratique, ceux que ne toléreraient pas les seconds. C'est donc une division politique entre le haut et le bas du canton qui n'a toujours pas été réglée, qui empêche Neuchâtel de devenir un canton, en tout cas à cette époque-là. De façon plus réaliste, en fait, les cantons catholiques n'auraient justement jamais laissé un canton protestant de plus, un canton dont on sait qu'il aurait été à la solde des Bernois, en quelque sorte, entrer dans la Confédération et rompre le fragile équilibre politique aux diètes fédérales. Pourtant, ce courant pro-helvétique, aux idées assez révolutionnaires, comme vous le voyez, continue d'exister à Neuchâtel, et un individu en particulier sur lequel j'ai eu le plaisir de travailler, je vous en parlais tout à l'heure, constitue à mon avis un personnage clé de cette période. Abraham-Pury, qui est né en 1724, mort en 1807, qui a été pendant la plus grande partie de sa vie colonel en charge de la défense du Val de Travers. C'était aussi un ami du richissime Alexandre du Pérou, qui a bâti l'hôtel du même nom, et puis surtout un ami de Rousseau avec qui il se promène et herborise dans le Jura. Et cet individu a laissé à la postérité un grand nombre d'écrits hautement politiques qui ne sont pas connus sous son vrai nom en tout cas. Je vous lis un tout petit extrait de son mémoire contenant les motifs et les moyens de convertir la principauté de Neuchâtel en République suisse, même projet, qui date vraisemblablement de 1768 et dont le but est clairement défini. Le but en est affranchir le pays de Neuchâtel et Valangin de la domination d'un prince, convertir cette principauté en une République suisse,
sous la forme la plus analogue aux droits constitutifs des diverses parties de l'État, tel est le sujet d'une rêverie. Alors, on voit quelque chose qui consiste à faire une réforme, à racheter en fait les droits. Il va l'expliquer en fait. Et puis, on voit surtout un espèce de vocabulaire rousseauiste avec la rêverie. Cet affranchissement consisterait dans la remise qui serait faite aux corps et communautés de l'État de tous les droits de souveraineté en échange d'une somme stipulée. C'est le projet de racheter les droits seigneuriaux aux princes. Alors, ce projet de république et d'Abraham-Pury est présenté comme une rêverie. Il réclame de façon, par contre, très pragmatique que Neuchâtel puisse mener sa barque en toute indépendance et garantir ainsi sa quiétude, sa prospérité. Ces idées ne sortent pas de nulle part, elles sont le résultat d'une pensée politique qui est présente à Neuchâtel et dans les cantons alliés déjà depuis le XVIe siècle. Il y a eu plusieurs projets de rachat, souvent pilotés par les Bernois, justement, qui auraient peut-être trouvé la situation géopolitique plus simple à ce moment-là. Et ces désirs d'indépendance des Neuchâtelois vont agacer le roi de Prusse, qui se plaint en 1774 de Neuchâtel. Il écrit à son ministre à Paris, en parlant de Neuchâtel, il nous dit « Vous connaissez la constitution de cette souveraineté, où l'esprit républicain se soutient constamment et énerve quelquefois la force de mes ordres. » Mais le grand combat politique, avant de satisfaire à ces rêveries, le grand combat politique et diplomatique de cette période, c'est l'inclusion de Neuchâtel dans la neutralité helvétique au niveau des traités internationaux, rien que pour en garantir la sécurité d'un point de vue militaire, par exemple. De manière plus pragmatique ainsi, Abraham-Pury et un certain nombre d'autres Neuchâtelois de son époque vont ainsi œuvrer au minimum à faire inclure Neuchâtel dans les traités entre la France et la Suisse pour assurer au pays une neutralité, une protection contre la France. Abraham-Pury se consacre à ce moment-là à l'écriture de traités historiques, comme il en existait déjà quelques-uns par ailleurs, qui tendent à prouver que les Neuchâtelois sont suisses depuis toujours. Mais ce qu'il va faire de novateur, disons, c'est qu'il va leur donner une forme particulière, c'est celle de textes apocryphes, celle de textes qui sont en réalité des faux, c'est-à-dire qu'il va embellir l'histoire pour la rendre plus parlante. La chronique des chanoines en particulier a ainsi principalement pour but d'inscrire les Neuchâtelois dans l'histoire mythique de la Suisse, de faire participer les Neuchâtelois aux grandes batailles fondatrices du corps helvétique et de gagner par une fiction, ou du moins une amplification de l'histoire, une place au sein de cette Suisse. On exalte aussi au passage les sentiments patriotiques des protagonistes, on les montre prêts à se sacrifier pour la patrie, etc. Mais ces textes sont à l'origine diffusés afin de soutenir auprès des diplomates des autres cantons suisses l'idée de l'inclusion de Neuchâtel dans l'Alliance en donnant des arguments aux diplomates neuchâtelois. Il s'agit de défendre la thèse de l'indigénat helvétique, autrement dit le caractère suisse du pays de Neuchâtel, pour des raisons géographiques, politiques et historiques. La première diffusion de ces textes, de ces fausses chroniques médiévales, se fait via des mémoires qui sont remis aux diplomates neuchâtelois chargés de négocier cette inclusion en 1776-78. Les extraits vont aussi être publiés, vont filtrer via une publication parue en 1778 que vous avez ici, c'est celle-ci, qui sont donc les recherches sur l'indigène helvétique de la principauté de Neuchâtel et Valangin de Jérôme Emmanuel Boive, qui est chancelier d'État quand même, et qui est sans doute le complice d'Abraham-Pury. Malheureusement, ces négociations n'aboutissent jamais en raison de l'opposition diplomatique de la France. La question de l'inclusion fut reprise officiellement en 1780, elle ne s'est pas réglée facilement, elle continue d'être débattue au Diète jusqu'en 1791, les choses traînent, et puis à ce moment-là, le Conseil d'État va essayer de pousser les choses, il forme une commission secrète dont les membres sont chargés, je cite, de travailler des lettres qui leur paraîtront devoir être écrites dans la circonstance tant au cours qu'aux deux louables États de Zurich et de Berne, et de former une commission stable pour s'occuper de notre accession à la dite alliance et pour travailler en toutes les matières qui y sont relatives. Il y a un effort politique toujours à Neuchâtel, mais en fait, ce n'est pas ça qui va résoudre la situation. Comme bien souvent, c'est un destin tout à fait extérieur qui va changer la situation. Neuchâtel va en fait renouer une dernière fois avec la France d'une manière un peu forcée, à la suite des conquêtes napoléoniennes. Si le pays, toujours souverain,
est déclaré à ce moment-là territoire neutre et va échapper à l'offensive qui va ravager la Suisse, eh bien, son destin va tout de même se jouer à ce moment-là, parce qu'au lendemain de la victoire d'Austerlitz en 1805, Napoléon cède le Hanovre à la Prusse en échange de diverses possessions éparses des Hohenzollern, dont la principauté de Neuchâtel. Et il prend ce petit territoire souverain et il en offre la principauté, il offre cette principauté à l'un des plus efficaces de ses officiers, le maréchal Berthier, ministre de la guerre, chef d'état-major général, qui devient du coup le maréchal Berthier, prince de Neuchâtel. Et tout ça se fait bien sûr au plus grand mépris des clauses d'inaliénabilité de la principauté, et ça ne sera pas pardonné du reste au roi de Prusse lorsque Neuchâtel va repasser sous sa coupe. Je vous propose de prendre la pause maintenant pour découvrir ensuite ce qui arrive à Neuchâtel lorsqu'elle est rendue au roi de Prusse. On a été suspendu au moment où Neuchâtel appartenait à un prince napoléonien, et puis en 1814, au moment où Napoléon chute, on va rendre Neuchâtel au roi de Prusse. Et puis surtout, pour satisfaire à une nouvelle paix européenne, on va accepter Neuchâtel comme 21e canton suisse le 12 septembre 1814. Voilà donc pourquoi est-ce que certains d'entre vous m'ont dit que c'est en 1814 que Neuchâtel entre dans la Confédération helvétique. C'est parce que c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on a la place du 12 septembre, par exemple, juste au bout des Jeunes Rives. L'hésitation sur 1815, c'est parce que c'est qu'en 1815 que le pacte fédéral est ratifié formellement. Du coup, formellement, Neuchâtel entre en 1815 dans la Confédération. C'est pour ça que vous m'avez dit 1815, c'est vrai aussi. Et on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce que jusqu'en 1848, le régime dans lequel on vit à Neuchâtel reste le fruit d'un étrange compromis. Neuchâtel est à la fois un canton suisse et une principauté relevant du roi de Prusse. Et ça ne satisfait évidemment pas tout le monde. Les maigres réformes libérales instaurées par la Prusse déçoivent. Et en 1831, on va voir une première tentative de révolution. On est aussi dans un 19e siècle bouillant politiquement en Europe. Et puis, cette tentative de révolution de 1831 va échouer et être réprimée de manière militaire. C'est un coup d'État mené par Alphonse Bourquin, chef des troupes révolutionnaires, qui, le 13 septembre 1831, s'empare du château de Neuchâtel. C'est pour ça, cette date du 13 septembre doit peut-être vous rappeler immédiatement quelque chose. On a le lendemain de quel jour? On a le lendemain du 12 septembre. Et en fait, le problème, c'est que c'est justement dans le cadre de banquets tenus le 12 septembre 1831, pour fêter l'admission de Neuchâtel dans la Confédération, que va s'organiser la tentative de renversement par la force du régime royaliste. Du coup, à partir de là, le régime royaliste interdit toute célébration du 12 septembre 1814 comme date d'entrée dans la Confédération. C'est pour ça que ce souvenir de 1814 est très mal imprimé peut-être dans les consciences neuchâteloises, c'est parce qu'on n'avait pas le droit de le fêter. Cette révolution manquée et l'évidence d'un problème quand même entraîne en fait la réaction inverse, comme bien souvent, c'est-à-dire une crispation de l'oligarchie fidèle au régime prussien, qui en vient même à l'idée inverse, c'est-à-dire l'idée de résoudre le problème en faisant sécession d'avec la Confédération suisse. Neuchâtel redeviendrait ainsi une principauté prussienne souveraine. Pour l'en dissuader, la Diète fédérale va jusqu'à menacer le gouvernement neuchâtelois d'une occupation militaire. La tension reste présente, et à partir de 1840, pour vous donner une idée, il est interdit de déployer un drapeau suisse sur le territoire neuchâtelois. À tel point que la révolution de 1848 est apparemment pour certains moins un coup qui vise à chasser le prince, qui finalement est distant, que plutôt un acte destiné à s'assurer définitivement la qualité de Suisse. C'est en tout cas la vision qui sera soutenue par certains patriotes, notamment lors des célébrations du cinquantenaire de la République en 1898. La révolution de 1848 s'est passée sans effusion de sang,
Mais le chaotique début de ce XIXe siècle va laisser des blessures durables dans la scène politique et culturelle de Neuchâtel. Il ne faut pas imaginer un consensus parfait du jour au lendemain parmi la population et au sein des acteurs politiques. En fait, la fracture entre les radicaux et les conservateurs, les libéraux et les royalistes, marque durablement la scène politique pour tout le reste du XIXe siècle, et encore parfois jusqu'au XXe. Et preuve que rien n'est acquis, en 1856, une contre-révolution royaliste va même brièvement réussir son putsch avant d'être arrêté, cette fois-ci dans le sang. Le roi de Prusse, mécontent de voir ses partisans être maltraités, et surtout ses droits, menace alors de marcher sur Neuchâtel. La Confédération mobilise ses troupes, la Prusse aussi, et il faut la médiation des puissances européennes, et notamment de Napoléon III, pour qu'un conflit international soit évité. Ce qui fut nommé l'affaire de Neuchâtel se termine en 1857 lorsque le roi de Prusse abandonne tout à fait ses prétentions sur Neuchâtel lors du traité de Paris. Mais ce petit coin de pays a failli déclencher une guerre européenne. Pour revenir un peu en arrière et adopter un point de vue plus large, dans les décennies qui suivent 1848, la nouvelle élite d'idéologie radicale qui s'est emparée du pouvoir cherche à se légitimer et puis à changer durablement la société. C'est aussi le cas du reste en Suisse au niveau fédéral. Rappelons-nous que 1848, c'est, hors de Neuchâtel, l'adoption en Suisse de la première constitution fédérale qui met en place la confédération moderne, celle dans laquelle on vit toujours aujourd'hui, et qui introduit d'importants changements politiques, qui rééquilibrent tout le système, disons, à la suite d'une guerre civile, celle du Sonderbund, qui a vu s'opposer les cantons urbains protestants aux cantons ruraux catholiques. La Suisse a failli exploser et elle se régénère en 1848, et à Neuchâtel, on fait un peu la même chose. Pour la Suisse, il faut passer par une phase de construction nationale, inventer une nouvelle identité qui pourrait rassembler des peuples de langues et de confessions différentes, des peuples qui sont sinon par ailleurs rattachés à des grands courants culturels étrangers différents. Je veux dire, on a ces aires linguistiques qui ressemblent aux grandes nations qui nous entourent, c'est dangereux. Et pour Neuchâtel, en particulier, il faut à la fois achever de convaincre ses propres citoyens et aussi affirmer son identité helvétique à l'extérieur des frontières cantonales. Donc il est nécessaire de passer sur les divisions parmi les radicaux eux-mêmes qui dominent presque entièrement le champ politique et de convaincre jusqu'aux derniers citoyens. Cette entreprise va prendre évidemment plusieurs formes, à la fois en Suisse et à Neuchâtel, et il y a un aspect en particulier qui nous intéresse, c'est la mise en exergue d'une histoire commune. Une histoire qui puisse servir de dénominateur commun, malgré les divisions linguistiques, religieuses, etc. On n'invente évidemment pas tout pour faire ça, mais on sélectionne des événements unificateurs, et ce sont ceux-là que l'État, dans les manifestations officielles, la culture, via l'école, etc., va promouvoir auprès du peuple. C'est un courant qu'on connaît aussi en Allemagne au XIXe siècle, ça s'appelle l'historisme ou historicisme. C'est la réinterprétation de l'histoire à des fins idéologiques afin de donner du sens à la société. On ne célèbre pas à Neuchâtel, dans le courant du XIXe siècle, comme je l'ai dit, les anniversaires de l'entrée de Neuchâtel dans la Confédération en 1814. Bien au contraire, la Nouvelle République va célébrer sa création à elle, et notamment, elle va le faire de manière grandiose en 1898 pour son cinquantenaire. Et elle va s'arranger pour en faire coïncider la date de ces festivités, avec un événement suisse qui est la tenue du tir fédéral, un événement unificateur chaque année en Suisse. Je vous indique ici, en fait, le fond que j'ai utilisé pour cette présentation est en réalité la couverture de l'album photographique du cinquantenaire et du tir fédéral de Neuchâtel. C'est un recueil de photographies, quelque chose d'assez moderne et luxueux, en 1898, et cette couverture est un programme politique à elle toute seule. En arrière-plan, vous avez la silhouette illuminée du nouveau monument de la République, qui s'observe toujours aujourd'hui sur la place de la République. Et puis, elle fait écho à un autre monument
inaugurée en 1895, qui est la statue de Guillaume Tell et de son fils à Altdorf. On voit que la liberté neuchâteloise fait écho à la liberté primitive des Suisses. C'est donc Donc, on a encore un Suisse en costume traditionnel historisant cette espèce de XVIe siècle mythique lansquenets qu'on voit partout dans les cortèges historiques à cette époque-là, qui tient la bannière suisse. Et puis, du côté neuchâtelois, on a toute une série de silhouettes de monuments qui représentent bien le pays. Disons, on a la collégiale, la tour des prisons. Puis surtout, on voit les Alpes bernoises derrière le lac, cette Suisse dont on rêve, tout là-bas, immaculée. On distingue aussi la tour de Die, la tour des Chavannes qui a été détruite. Et puis ça, c'est le stand du tir fédéral, c'est commémoratif. Et puis ici, outre la date de 1848, on a la petite silhouette que certains reconnaissent peut-être du messager boiteux, qui est ce célèbre almanach qui a servi entre autres à répandre des idées progressistes justement au cours de ces époques-là, qui seront à Neuchâtel. Voilà pour cette œuvre symptomatique, disons, de la double valeur de ces festivités, à la fois cinquantenaire de la République neuchâtelois et tir fédéral. Et ça, ce genre de visuel, disons, c'est assez typique de cette période-là. Les patriotes neuchâtelois, en outre du XIXe siècle, donc, qui cherchent à utiliser l'histoire pour montrer l'attachement de Neuchâtel à la Suisse et à ses libertés, peuvent puiser dans une base préexistante de textes. L'un d'eux en particulier, dont j'ai déjà parlé, c'est la Chronique des chanoines, qui est éditée, donc imprimée, publiée dès 1839, et puis elle va connaître une deuxième édition, signe de son succès, en 1884. Cette deuxième édition est menée par la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel elle-même. Encore une fois, c'est ce texte qui met en valeur les hauts faits d'armes accomplis par les Neuchâtelois aux côtés des Suisses. Et du coup, à Neuchâtel, au XIXe siècle, on était sûr d'une chose, c'est que les chanoines de la collégiale de Neuchâtel auraient, entre le XIVe siècle et la Réforme, tenu une chronique des faits saillants survenus dans le comté. Mais en 1895, on a un professeur d'université et archiviste d'État, Arthur Piaget, qui est un des premiers à appliquer une méthode critique historique, qui va nous expliquer qu'il s'agit d'une pure fiction. En fait, il le sait parce que le français médiéval employé par les chroniqueurs n'a rien à voir avec du français médiéval. Ce qui explique pourquoi un certain nombre de premières occurrences de mots de la langue française se retrouvent dans la Chronique des chanoines, c'est parce que c'est justement un faux. Malgré son explication scientifique, à l'époque, tout le monde n'est pas prêt à accepter cette remise en cause, et il y a de vifs débats, pas toujours courtois, je tiens à le dire, qui s'engagent et qui vont durer plusieurs années, à tel point que le débat finit par être plus étouffé que tranché au final, jusqu'à récemment. Et malgré les avertissements d'Arthur Piaget, la Chronique des chanoines va se matérialiser dans le quotidien des Neuchâtelois à plusieurs reprises, en particulier en 1898 pour les commémorations. On est 3 ans après l'avertissement de Piaget. Elle l'avait fait plus tôt, dans un endroit, disons, que vous pouvez toujours observer aujourd'hui. C'est la façade sud du Collège latin. Le Collège latin, c'est ce centre du savoir neuchâtelois à l'époque. C'est aujourd'hui la bibliothèque publique et universitaire. Et vous avez ici une des statues de la façade, érigée en 1874. C'est Hugues de Pierre. Vous voyez H de Pierre ici. Ce qui paraît être encore un mauvais jeu de mots, mais Hugues de Pierre est donc un des chroniqueurs qui aurait rédigé la Chronique des chanoines. Il tient du reste le manuscrit à la main et il est héroïquement posé sur des armures médiévales. Comme si on faisait un petit clin d'œil, il se trouve avec un buste du chancelier de Montmolin, qui est l'autre auteur auquel Abraham-Curie a emprunté son nom pour signer un faux, et puis encore pour signer le tout avec Homère, un autre grand mythographe d'épopée nationale. Malgré ça, donc, en 1898, la Chronique des chanoines est bien ancrée dans la culture neuchâteloise, et puis elle va connaître une sorte de traduction, une sorte d'amplification sous la forme d'une pièce de théâtre qui paraît en 1898 pour le cinquantenaire de la République.
Philippe Godet, qui est l'auteur de cette pièce, Neuchâtel suisse, va en fait l'utiliser directement comme une source d'inspiration. Il sait qu'Arthur Piaget a dit que c'était un faux, et ça ne l'empêche pas une seconde d'y avoir recours, et il va le justifier ainsi. La belle chronique des chanoines du chapitre de Neuchâtel a fourni le sujet des tableaux 1 et 2, pour rajouter le 3 aussi. Nous n'oublions pas que de récents travaux de critique historique ont péremptoirement démontré que ce vénérable document n'est point authentique. Nous n'avons pourtant pas cru devoir renoncer à en faire usage, puisque les faits sur lesquels a brodé si artistement l'imagination du prétendu chroniqueur sont réels. Et il n'a pas tout tort, c'est qu'une série de ces événements ont bien eu lieu, mais quand même. Cette pièce, Neuchâtel suisse, est en quelque sorte le point d'orgue des festivités de 1898, et elle constitue, à plus d'un titre, un rapprochement avec les modèles helvétiques. En fait, elle le fait aussi au niveau de la forme. Neuchâtel suisse, en fait, adapte un modèle de représentation en vogue en Suisse, c'est celui des Festspiele, et c'est du reste ainsi que ce qu'on va ensuite appeler une pièce historique est désignée dès 1895 par les autorités à la presse. Donc au moment où les autorités cantonales passent commande à Philippe Godet de Neuchâtel suisse, elles demandent un Festspiel dans la pure tradition suisse. Un Festspiel, c'est une sorte de théâtre patriotique particulier dont les caractéristiques ont été bien étudiées par ailleurs et qui connaît un franc succès partout en Suisse, principalement entre 1886 et 1914. Parmi ces particularités, on peut citer déjà l'implication d'un nombre très important d'acteurs et de figurants afin d'appliquer un maximum de citoyens, ainsi aussi que l'utilisation fréquente de chants choraux avec des chansons que le public peut apprendre à l'avance et qu'il peut reprendre par cœur. Qu'il peut reprendre en chœur, pardon. Et ces éléments-là cherchent en fait, à plus d'un titre, à faire tomber le mur imaginaire qui sépare les spectateurs de la pièce. Et ça se voit aussi dans la structure de la pièce, c'est-à-dire que si vous regardez les titres et les dates des tableaux qui ont été choisis par Philippe Godet, on part d'une période médiévale et on remonte jusqu'à arriver au tableau 12, il y a le tableau 11 avec la Révolution de 1848 et la proclamation de la République, et puis ensuite on arrive dans un non-temps. Le tableau 12, c'est un peuple heureux, c'est l'avenir radieux, c'est le présent parfait, etc. Donc on cherche à montrer comment ce que l'histoire arrive jusqu'à l'état présent qui est parfait. Le but, c'est de réaliser une union avec les spectateurs de la manière la plus complète. On mesure du coup l'espèce de dimension rituelle de ces spectacles qui sont vraiment conçus comme des espèces de communions patriotiques. Il va se donner 6 représentations de cette pièce de théâtre dans un théâtre temporaire qui est érigé sur les terrains qui s'étendent entre le Cré et le lac, donc c'est à peu près ici, et qui vont soulever l'enthousiasme de plus de 3000 spectateurs à chaque fois. Et on nous dit que pas une place n'est inoccupée, et du coup, ça signifie qu'on a environ 18 000 spectateurs, ce qui est énorme pour l'époque, qui assistent à la représentation, auxquels il faut ajouter acteurs, figurants et choristes qui vont représenter 1200 personnes. Donc on voit, le nombre de gens qui sont touchés par cette célébration. Et puis un grand soin est apporté justement aux costumes historiques qui vont ensuite défiler dans la rue. Je vais y revenir. Donc la plupart de ces tableaux, 1444, etc., sont tirés de la chronique des chanoines. Certains sont tirés des mémoires d'un Momelin qui sont un autre faux d'Abraham de Purie. On n'a pas le temps de passer en revue chacun de ces tableaux, mais si on analyse le message historique global qui est contenu dans la pièce de Philippe Godet, il y a 2 dimensions essentielles. D'abord, il y a une vision consensuelle. La pièce Neuchâtel suisse évite soigneusement de traiter des moments conflictuels de l'histoire neuchâteloise ou des dissensions entre confédérés. Elle les montre toujours unis, toujours en train de se battre ensemble, de faire quelque chose. Et puis ensuite, la pièce présente une vision qu'on peut dire téléologique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'histoire a un sens bien précis, et du reste ça nous est signalé par un contemporain que je vais citer, c'est Louis Grelet qui nous dit « La révolution du 1er mars 1848
représente en effet un moment capital qui ne faisait que couronner une évolution nécessaire, se préparant au cours des siècles et vers laquelle tendait toute notre histoire, en dépit de quelques périodes d'arrêt ou de réaction. C'est ça le problème, c'est de penser que l'histoire ne peut avoir qu'un seul résultat, celui auquel on est parvenu. Mais c'est précisément cette idée-là que Philippe Godet voulait transmettre à son public, et il nous dit, il importait de montrer, par une série de tableaux empruntés à notre histoire, que le pays de Neuchâtel avait, dès les plus anciens temps, recherché l'alliance et l'appui des cantons suisses, mêlé ses destinées aux leurs et tendu à une union toujours plus étroite avec eux, qu'il avait en même temps poursuivi avec ténacité, sous les divers régimes auxquels il fut soumis, l'accroissement de ses libertés, jusqu'au jour où, proclamant la République, il réalisa sa complète émancipation et l'union sans partage avec la Confédération suisse. Cette forme d'une revue historique, il parle de Neuchâtel suisse, permettait surtout de mettre plus fortement en relief la marche progressive, continue, du peuple neuchâtelois vers la Suisse et la liberté, et de montrer la part que chaque région du pays avait prise tour à tour à l'œuvre séculaire d'émancipation. On peut encore prendre l'affiche et y jeter un œil pour se rendre compte encore du programme justement qu'on essaie de nous faire passer. Vous voyez ici visiblement une allégorie de la Suisse, même si on a l'impression d'être face à une croix savoyarde, mais voilà. Et puis il y a trois personnages qui concourent à apporter à cette dame le drapeau cantonal, le nouveau drapeau républicain. Et ces trois personnages, si on les prend dans l'ordre chronologique, c'est le guerrier du XVe siècle, avec quand même l'armoirie des Neuchâtel, qui tend son épée, qui s'est battu, on peut donc déduire qu'il s'est battu vaillamment aux côtés des Suisses, justement. On a le diplomate neuchâtelois du XVIIIe siècle, et puis enfin, on a le républicain du XIXe siècle, qui achève ce grand tableau. Tous concourent à apporter le drapeau de la Nouvelle République à la figure allégorique d'Helvetia. Une dernière matérialisation de cette histoire, pour vous montrer à quel point on cherche à créer une communion, c'est qu'en 1898, on en profite pour faire de vastes cortèges historiques. Et à ce moment-là, beaucoup de sociétés, on demande à la société civile en général de participer. On va demander à toutes les nouvelles sociétés de gymnastique, d'émulation patriotique, etc., de participer et de faire un cortège. Et ils vont choisir pour leur char des éléments suisses et historiques. Et on le voit tant à Neuchâtel qu'à la Chaux-de-Fonds. À la Chaux-de-Fonds, on a un char qui imite le monument de la République inauguré à Neuchâtel avec des acteurs vivants, mais on a un autre char qui reproduit aussi le monument d'Altdorf avec Guillaume Tell et son fils. On a une autre figure, on n'a pas de photo, on a juste les textes, qui nous dit qu'on a la mère Helvetia et ses enfants qui défilent. Et puis on a toute une série de groupes qui sont habillés en lansquenet, qui représentent par exemple la gymnastique dans l'histoire, ou qui ont des costumes dits médiévaux. Au Val-de-Rue, on a des hommes d'armes et le comte de Neuchâtel et son banneret à cheval. La délégation zurichoise qui escorte la bannière du tir fédéral, elle, arrive aussi entièrement costumée et défile ainsi. Vous voyez ici justement les hommes d'armes du Val-de-Rue qui se promènent en ville. Et puis ici, un dessin qui commémore ce souvenir historique des Neuchâtel. Des différents costumes neuchâtelois. Il y a une chose dont je n'ai pas du tout parlé parce que je parle de Moyen-Âge, mais on a aussi un lacustre qui traîne par ici, autre élément important de la mythographie locale. En conclusion, je crois vous avoir donné une idée, j'espère assez rapide, de la façon dont l'histoire a pu être utilisée dans une déclinaison toute matérielle en cette fin du XIXe siècle en Suisse et surtout à Neuchâtel. On utilise ces représentations collectives, ces manifestations culturelles pour créer un effet d'émulation populaire, pour légitimer le nouvel ordre politique en place et construire finalement un nouvel État, une nouvelle identité. Il s'agit pour ces gens-là de montrer que les Neuchâtelois ont toujours cherché
d'une manière ou d'une autre à être libre et à être suisse. On égalise, en disant on met sur un même pied cette liberté et cette qualité suisse. Et pour ça, au XIXe, il n'y a rien de mieux que d'utiliser des textes qui ont été spécialement conçus à cet effet, c'est-à-dire prouver l'indigénat helvétique neuchâtelois. Il n'empêche que sous cette couche de ce qu'on appelle aujourd'hui de la propagande ou un embellissement culturel, eh bien, on a en réalité d'autres détails qui montrent qu'il y avait quand même justement des courants toujours favorables à une inclusion dans le corps politique du plateau suisse, que ce soit Berne ou la Confédération plus tard. Je vous remercie, je réponds volontiers à toutes vos questions ensuite.